Alors, je vous présente Anne Plourde, chercheuse de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Anne Plourde est chercheuse postdoctorale à l'Université York et à l'IRIS. Elle est détentrice d'un doctorat en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Ses domaines de recherche portent sur les rapports entre capitalisme, État et politique sociale. Elle s'intéresse particulièrement aux politiques de santé, à l'histoire des CLSC et aux réformes récentes dans le réseau de santé et de services sociaux. Alors voilà, je vous cède la parole, Madame Plourde. Bonjour, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis impressionnée par l'importante mobilisation tous les gens qui sont ici. Donc, ça va me faire plaisir de vous présenter les résultats préliminaires d'une étude qu'on est en train de mener et pour laquelle on a déjà beaucoup de résultats. On entend encore d'autres résultats là, sur différents services là, qui sont projetés d'être transférés. Puis le rapport final va être déposé au mois de septembre. Là. Donc, on est encore un peu à mi-chemin de cette étude-là. Donc, est-ce que j'ai le contrôle sur le... Il faut que je vous fasse signe. Okay, je vais faire ça comme ça. Donc, c'est ça. Nous, on a eu comme mandat de recherche d'évaluer les répercussions de la délocalisation de services de l'hôpital du Surroi vers le nouvel hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Les services qui vont être transférés principalement, ce sont les services qui sont présentés ici. J'imagine que je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Vous devez être assez bien au fait là, des services qui sont à risque d'être transférés, qu'on projette de transférer. Donc, les principaux constats à ce stade-ci de notre étude, c'est que la construction du nouvel hôpital Vaudreuil-Dorion, c'est clairement une nécessité. On ne remet pas ça du tout en question. C'est clair que ce nouvel hôpital-là va répondre à des besoins essentiels. Par contre, on arrive au constat que la délocalisation complète de certains services et notamment du centre mère-enfant, ça semble pas justifié considérant les impacts de cette délocalisation-là sur l'équité et sur l'accès aussi aux services pour les autres populations, pour la population des autres MRC. Donc, la présentation est en 4 parties. Là, on m'avait dit une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure. Je vais essayer de m'en tenir à 20 minutes. Je sais que vous avez un horaire très serré, donc je vais peut-être passer rapidement sur certaines portions. Une première portion plus générale sur le manque de données probantes qui permettent de justifier la suppression complète de certains services. Les problèmes géographiques d'accès aux services que va causer le transfert de ressources. On va revenir sur le cas du centre mère-enfant pour lequel on a pu documenter plusieurs éléments. Et finalement, on va voir les impacts de la centralisation des services sur l'équité, en fait. Donc, comme je le disais, à notre avis, le plan clinique du CISMO justifie le transfert de services principalement à partir de la taille de la population. Donc, ce sont principalement des données quantitatives, dans le fond, qui ont été amenées pour justifier le transfert de services. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été voir les données qualitatives qui concernent, par exemple, le sexe, l'âge, les revenus. Puis, en fonction de ces facteurs-là, quand on tient compte de ces facteurs-là, ce qu'on observe, c'est que le transfert de services va avoir un impact disproportionné, en fait, sur certaines populations, soit plus vulnérables ou plus défavorisées. Donc, de ce point de vue-là, le transfert de ressources pose problème. On a aussi constaté que dans l'élaboration du plan, les professionnels de santé et de services sociaux ont été consultés, mais au moment de l'élaboration du plan, à ma connaissance, il n'y a pas eu de consultation de la population directement. Je crois que là, il y a un processus de consultation qui a peut-être été amorcé, mais on n'a pas encore les résultats de ça. Voilà, on peut passer.
Donc, je parlais des données quantitatives, dans le fond, qui ont permis de justifier la délocalisation des services. Évidemment que la population actuelle de Vaudreuil-Soulanges représente une partie des patientes et des patients qui fréquentent actuellement l'hôpital du Suroît. Il y a environ 40% de la population de Vaudreuil-Soulanges qui fréquente les hôpitaux du CIS de la Montérégie-Ouest. Par contre, il y a quand même 60% de cette population-là qui fréquente d'autres hôpitaux, soit à Montréal, soit en Ontario. Puis ces hôpitaux-là ne sont pas concernés par la remise en question, en fait, par des transferts de services éventuels. On ne remet pas en question la pertinence des services dans ces hôpitaux-là. Il y a seulement l'hôpital du Suroît qui est concerné. Et comme je l'ai dit, la diminution quantitative du nombre de personnes qui fréquentent l'hôpital du Suroît, ce n'est pas une donnée qui est qu'on considère comme suffisante pour justifier le transfert complet de certains services. Donc, avant de parler des problèmes géographiques d'accès, une donnée importante à souligner, c'est que ce transfert-là de services se fait dans un contexte où l'accès aux services de première ligne, donc l'accès aux services en dehors des hôpitaux, l'accès aux services des médecins de famille notamment, est déjà difficile partout au Québec, on le sait, mais c'est une situation qui est particulièrement difficile dans le Suroît, surtout si on la compare aux autres MRC. Là, on voit que, en fait, c'est vraiment dans la population du Suroît qu'il y a un taux d'attente le plus élevé pour l'accès à un médecin de famille dans la Montérégie-Ouest. Mais de toute façon, même les taux un peu plus bas ailleurs, c'est quand même des taux qui sont assez importants pour dire qu'on a, on a un problème, on a des difficultés d'accès aux médecins de famille. Donc ça rend encore plus problématique le transfert de ressources hospitalières puisqu'on a de la difficulté à avoir accès en première ligne aux services. Une chose à souligner, c'est que la création du nouvel hôpital est justifiée notamment par la volonté d'assurer un accès de proximité aux services. Puis un des arguments, c'est un peu de dire cet accès de proximité-là, il est nécessaire aussi pour les populations des autres MRC et c'est ce qu'on risque de remettre en question en transférant complètement certains services parce que justement l'accès géographique aux services risque de poser problème pour une proportion non négligeable de la population. Donc, on a fait des calculs de distance, de parcours, dans le fond, pour se rendre au nouvel hôpital. On a comparé aussi, disons, pour les populations de Huntington et du Suroît, là, pour se rendre à l'hôpital du Suroît et finalement, si on change de place et qu'on doit aller, au nouvel hôpital ou on doit plutôt aller à l'hôpital Anna-Laberge, ce qu'on constate, c'est qu'évidemment, c'est des augmentations importantes de distance, donc de temps de parcours. Les temps de parcours qu'on a calculés, c'est seulement c'est hors des heures de pointe. Donc, on s'entend que pendant les heures de pointe, ces temps de parcours-là sont augmentés, évidemment. Et aussi, une chose qui est importante de souligner, c'est qu'on est dans des régions où le transport en commun est très peu développé. Donc, l'accès à ces services-là dépend nécessairement de l'accès à l'automobile. On peut passer tout de suite les deux... on peut passer à l'autre tout de suite. Donc, en fait... On a fait des demandes d'accès à l'information, on a été voir des données aussi sur l'accès à l'automobile, dans le fond, l'accès au permis de conduire ou l'accès à la possession d'un véhicule. Puis ce qu'on constate, c'est que d'une région à l'autre, là, il y a entre 65 et 70% de la population qui a soit pas de permis, qui a accès à un permis ou à une voiture. Si on ajoute à ça les personnes mineures, ce qu'on constate en fait, c'est qu'il y a au moins 13% d'adultes qui ont un accès difficile à un automobile dans les différentes régions. C'est quand même pas un pourcentage négligeable. Ça, c'est des gens qui vont nécessairement avoir évidemment plus de difficultés à parcourir les distances importantes là, qui sont impliquées par le transfert de ressources. Et on va revenir là-dessus, mais évidemment que ces données-là de difficulté d'accès à l'automobile, on peut penser qu'elles sont en lien avec aussi des situations socio-économiques moins favorables. Donc, les gens socio-économiquement défavorisés vont nécessairement être impactés de manière plus importante par ce transfert-là de services.
Là, on arrive au cas du centre mère-enfant. En fait, je vais, considérant le peu de temps, là, je ne passerai pas sur toutes les données qu'on a présentées dans le PowerPoint parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire, mais je pense que ça va circuler ce PowerPoint-là, donc vous allez avoir l'ensemble des données. Une chose qui est importante à souligner, c'est que avant même que l'hôpital soit construit et fonctionnel, il y a déjà un transfert de suivi de grossesse qui est fait actuellement. On le constate là en 2021, ce qu'on voit, c'est une augmentation soudaine des suivis de grossesse par les médecins omnipraticiens dans Vaudreuil-Soulanges. Et cette augmentation soudaine-là est accompagnée d'une diminution des suivis de grossesse dans les autres MRC. Et évidemment, là, on ne peut pas savoir si ces suivis de grossesse-là concernent principalement des personnes de Vaudreuil-Soulanges ou des personnes du Suroît, mais on sait que sur le terrain, là, il y a des gens, des femmes du Suroît, dont le suivi de grossesse a déjà été transféré dans Vaudreuil-Soulanges. Donc, on peut présumer que non seulement le transfert du centre mère-enfant va avoir un impact sur les suivis de grossesse hospitaliers, mais il va aussi avoir un impact sur le transfert des suivis de grossesse en dehors de l'hôpital. Il faut souligner aussi que c'est près de la moitié des suivis de grossesse actuellement qui sont faits à l'hôpital. Donc, le transfert du centre mère-enfant vers Vaudreuil-Soulanges, ça ne signifie pas seulement aller accoucher plus loin, ça veut aussi dire devoir faire les déplacements pour l'ensemble du suivi de grossesse parce qu'il y a une proportion très significative des suivis qui sont faits à l'hôpital. Oui, un autre élément, c'est que, dans le fond, une des justifications pour le transfert du centre mère-enfant, c'est qu'il y a davantage de naissances dans Vaudreuil-Soulanges. Et c'est vrai, là, si vous comparez les deux graphiques, le graphique qui concerne Vaudreuil-Soulanges, c'est des données plus élevées. Là, donc, on parle de un peu moins de 2000 naissances en 2020 là, dans Vaudreuil-Soulanges. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une augmentation des naissances dans le Suroît. Il y a aussi une augmentation des naissances dans les jardins de Napierville. Donc, ça aussi, ça va dans le sens de conserver plutôt les services, une partie des services du moins, dans le Suroît. Donc, on voit ici là, de manière un peu plus chiffrée, si on veut, là, justement, la variation des naissances par MRC, puis on voit que dans Beauharnois-Salaberry, il y a une très forte augmentation du nombre de naissances, les jardins de Napierville aussi, le Haut-Saint-Laurent aussi, alors que dans Vaudreuil-Soulanges et dans le Roussillon, il y a plutôt une diminution du nombre de naissances. Ça, c'est quelque chose qu'on a voulu comparer, dans le fond, parce que, dans le fond, une des justifications pour le transfert du centre mère-enfant, c'est que on va passer d'environ 1000 accouchements à l'hôpital à environ 500, parce qu'on évalue qu'il va y avoir une perte d'environ 50% de personnes qui vont plutôt aller accoucher à Vaudreuil-Soulanges. Donc, ça nous laisse environ 500 accouchements qui se ferait dans le Suroît si on gardait le centre mère-enfant dans le Suroît. Puis on a été voir, dans le fond, dans les autres hôpitaux du Québec, s'il existait des hôpitaux où on fait moins de 500 naissances. Puis en fait, il existe 27 hôpitaux au Québec où il y a moins de 500 naissances par année, dont 4 en Montérégie, donc dans des régions similaires à celles du Suroît. Donc, il n'y a pas de raison de délocaliser entièrement le service. Une portion des services pourrait être délocalisée, mais de complètement transférer le centre mère-enfant, on voit difficilement comment ça pourrait se justifier. Surtout que le coût du centre mère-enfant n'est pas si élevé. On parle d'un coût de 3 millions de dollars par année, là, ce qui représente une très faible proportion des coûts d'opération du CIS de la Montérégie-Ouest. Il faut savoir aussi que la majorité de ces coûts-là, ce sont des coûts qui ont trait au salaire, à la rémunération. Donc, c'est possible de moduler, c'est-à-dire de transférer une partie des services
mais sans le faire complètement, de manière... c'est possible de transférer les services proportionnellement au transfert de la population, de la fréquentation réelle, plutôt que de transférer complètement le service. Je parlais d'inégalités économiques en lien avec... je parlais des conditions socio-économiques en lien avec les difficultés d'accès aux voitures. Faut savoir que dans le Haut-Saint-Laurent et dans le Suroît, on est dans 2 MRC qui ont un profil socio-économique plus défavorisé que celui des autres MRC et plus défavorisé que le Québec en général aussi. Donc, on a, ce qui veut dire que dans les 2 MRC, dans ces 2 MRC-là, on a une concentration plus grande de personnes qui proviennent de milieux socio-économiques plus défavorisés. Donc, le transfert de services, de l'ensemble des services, là, on ne parle pas seulement du Centre Mère-Enfant ici, va donc avoir un impact disproportionné sur des personnes qui ont un profil socio-économique plus défavorisé. Même chose en ce qui concerne la proportion de personnes âgées. On est dans les 2 MRC, dans le Haut-Saint-Laurent et dans le Suroît, on a aussi une population qui est proportionnellement plus âgée que dans les autres MRC. On sait aussi que statistiquement, les personnes âgées sont celles qui vont avoir davantage de besoins en termes, tout ce qui concerne les suivis de cancer, parce que les personnes âgées sont nettement surreprésentées dans les personnes qui sont atteintes de cancer, suivi des cancers, ophtalmologie, audiologie, tous les services qui sont susceptibles d'être davantage utilisés par les personnes âgées. Là, on transfère ces services-là dans un contexte où la population âgée est davantage concentrée dans les régions qui vont perdre l'accès à ces services-là. Donc, on va se retrouver avec des personnes âgées, plus vulnérables, malades, qui vont devoir faire un suivi, parcourir des grandes distances pour faire des suivis. Finalement, il y a la question du transfert de mammographie qui va, par définition, évidemment, affecter davantage les femmes qui sont... Il y a des hommes qui ont des cancers du sein, mais c'est extrêmement rare. Le dépistage ne sera pas transféré. Ce sont les suivis de cas problématiques. Donc, quand il y a des anomalies qui sont détectées, ce sont ces cas-là qui vont être transférés. Mais c'est justement les femmes malades, donc, qui vont devoir faire davantage de déplacements pour pouvoir avoir leur suivi. Donc, nous, on en arrive à la conclusion préliminaire que le transfert des services va avoir un impact disproportionné sur différents groupes comme les femmes, les personnes âgées, les personnes ayant un profil socio-économique plus défavorisé. Dans ce contexte-là, on pense que le transfert de services vers le transfert complet de services vers l'hôpital doit être remis en question, réévalué et questionné.